Qu'est-ce qu'il y a? Santé. J'ai eu un commentaire, même plusieurs, sur la durée de mes vidéos. Voilà. Mais c'est pas sur YouTube, hein, on me l'a dit de vive voix. Ouais, c'est intéressant, mais quand même, c'est long. Hein. Ouais, 40 minutes, c'est vachement long. Hein. Prendre le temps de regarder un truc, c'est vachement long. Hein. Alors, en fait, il faut que tout soit rapide. Il faut speeder, il faut du 3 minutes, pas plus. Hein, parce que sinon, après, c'est long. Hein. Enfin bref, on me dit que c'est dépassé. Dépassé par rapport à quoi, j'en sais rien. Moi je m'en fous d'être dépassé. Hein. D'ailleurs aujourd'hui il faut se surpasser, pour tout, il faut être performant pour tout. Perso j'essaye de me surpasser, de me dépasser. Mais chez moi les couloirs sont tellement étroits que quand je me dépasse, je m'encule. Voilà alors, c'est pas très agréable. Hein. Il y a un an, comme beaucoup, je découvrais le professeur Raoult. Hein. Donc, c'est un éminent professeur, mondialement reconnu, hein, un grand médecin. Alors, tout le monde lui a tiré dessus parce que lui, il a voulu exercer son métier, c'est-à-dire soigner les gens. Ouais, parce qu'aujourd'hui, un médecin qui soigne, c'est louche. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire la promo d'un vaccin qu'on connaît pas trop, plutôt que de soigner. Alors, les docteurs Diafoirus des plateaux télé ont élevé Didier Raoult au grade de charlatan. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut comme CV pour devenir un véritable charlatan, hein? Alors, voici le CV qu'il faut avoir. C'est celui du prof. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah ben, ça fait pas mal, hein? Oh ben ça... Ah oui, aussi, hein. Et ça, voilà. Mettez sur pause là, hein, parce que là, pour lire tout ça, voilà, pour être charlatan, c'est balèze, hein. Oh, bah non, je t'ai plus là. Ah ouais, moi je voulais être charlatan, mais je laisse tomber, hein, s'il faut tout ça. Les médecins paillettes qu'on voit sur BFM, LCI et CNews, hein, c'est pas des charlatans, hein, c'est juste des petits charlatounets, hein, parce qu'ils lui arrivent juste à la cheville, hein, au prof. Alors, il y a eu un événement en 2020 qui n'a pas fait de bruit du tout, c'est la réunification de la gauche qui allait des couilles molles socialistes à l'extrême gauche, en passant par la France insoumise et les Verts d'Antre. Alors face à la disparition des libertés, liberté de manifester, liberté d'aller et venir, liberté de se cultiver, liberté de s'exprimer, liberté de prescrire des médecins, liberté de bosser pour ceux qui seraient non essentiels, soi-disant. Eh bien, cette gauche, lors d'une tribune qui restera historique, a prononcé un discours musclé. Hein, vous allez voir, ils étaient tous réunis. Pour reprendre une formule chère aux fabricants de pléonasme, au jour d'aujourd'hui, aucun député n'a brandi l'article 68 pour demander la destitution de Macron. Mais alors, qu'est-ce que vous branlez là-bas à l'Assemblée nationale? Vous avez la possibilité de faire destituer Macron, et non, vous en servez pas. Hein. On a des articles à tire-larigot pour faire plein de choses, et vous ne servez de rien. Vous ne servez à rien, en clair. Dans les députés de l'opposition radicale, il y en a quand même un qui trouve grâce à mes yeux. D'habitude, franchement, je bois pas du rhum à 15h30, tu vois. Mais là, maintenant, c'est de la résistance politique picolée, tu vois. Quand t'entends Guérini qui te dit que on remet le couvre-feu à 18h parce qu'il faut contrer l'effet apéro, tu dis, ouais, c'est vrai que la France de ce début d'année 2021 respirait trop la bonne humeur et la joie de vivre. Il fallait que le gouvernement intervienne, il fallait mettre un peu un holà à tout ça, tu vois. Trop de rire, trop de sourires dans les rues, derrière les masques, on devinait encore du sourire. Et puis il y a eu la mort de VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Hein, c'est marrant parce que quand on parle de ce mec, personne ne s'en souvient. Hein. Donc, à part quelques spécialistes, quelques éditorialistes qui n'ont pas grand-chose à foutre. Alors, c'était un président de la République, de la 5e République, entre 1974 et 1981.
En fait, on s'en est pas aperçu, mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à l'intérieur de l'Union européenne, eh bien, c'est à lui qu'on le doit, en partie. Pour reprendre l'expression d'un philosophe, il faut reconnaître qu'avec sa disparition, on vient de perdre un grand vide. D'autre part, d'autres éditorialistes ont dit aussi que Macron était un héritier de Giscard d'Estaing. C'est pas faux parce que je parlais de vide là juste maintenant, et on s'est posé une question scientifique concernant Macron, c'est: y a-t-il une différence entre l'ampoule électrique et Macron? Eh bien, aucune. Tous deux sont remplis de vide, sauf que c'est l'ampoule qui vous éclaire. En 2020, pour la première fois, il n'y a pas eu de corrida en France. Alors les férias... Voilà. Alors en fait, les matadors sont au chômage et les taureaux sont contents. Alors il y a des chercheurs du CNRS qui se posent une question, c'est pourquoi les taureaux ont-ils 2 cornes alors que les toréos n'ont qu'un seul trou du cul? Retour à 2021. Oh ben, on va commencer avec la culture, qu'on pourrait rebaptiser la cuculture. Alors, tout d'abord, à propos du monde du spectacle, on a eu droit aux flatulences sonores de Christophe Alévêque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Christophe Alévêque, c'est quelqu'un qui se dit humoriste, alors que c'est juste un comique qui a été élevé en batterie à France Inter. Et dans notre métier, il y a une vraie colère, et il ferait bien de se méfier. Ah ouais, parce que alors là, dis donc, la colère d'un intermittent, faut faire gaffe. Hein. Là, c'est de la mitraillette lourde, hein, parce que Che Guevara à côté, c'est du pipi de chat. Parce que visiblement, la colère n'est pas que dans notre métier. Voilà. C'est elle est générale, on l'a bien vu ces derniers temps. Sans blague, on savait pas. Donc, c'est à tout ça qu'il faut faire attention. Les gens sont en train de péter les câbles. Non, c'est pas possible. Le monde du spectacle, je connais bien parce que j'en ai fait partie pendant 15 ans avant de devenir éducateur. Je jouais au sein d'un groupe qui s'appelait Joe Staline et les sectaires. J'y chantais mes chansons, là-bas dedans. On a fait les 400 coups, on a joué aux rebelles devant des publics convaincus, cultivés et branchés. Mais les meilleurs souvenirs, c'était les concerts de soutien aux assos, dans les squats. Là, on rencontrait des gens qui n'avaient rien à voir avec le monde du spectacle et on était souvent très bien accueillis. Mais sinon, le monde du spectacle, c'est quand même l'entre-soi. Ça grouille d'artistes qui se font la bise mais qui peuvent pas se blairer. Chacun croit qu'il a le plus beau nombril du monde, qu'il a l'impression de peindre la Joconde en chantant des chansons de merde. On a même une CGT du spectacle, hein. C'est vous dire si le spectacle vivant est mort. Hein. Mais bon, le spectacle, ce n'est pas qu'une affaire de pédants prétentieux. Hein. Il y a la scène rock, les festoches de rue, les concerts organisés par l'Amicale de la Crêpe de Pleumeur-Boudou. Hein. Enfin, tout ça, c'est merveilleux. Il faut que ça revive le plus vite possible. Pour clore le chapitre, je veux juste dire qu'il fut un temps où des grandes figures du monde culturel et du monde du spectacle se souciaient des classes populaires pour qu'elles aient accès à la culture, justement. Je pense à Jean Vilar, à Roger Planchon, à Jérôme Savary. Des tronches comme celle-ci, on en cherche aujourd'hui. Hein. Être élevé par des 68ards. Moi, j'en ai marre de cette propagande médiatique qui consiste à faire passer les 68ards pour des pervers qui baisaient leurs enfants, des bobos, des enfants tout-puissants issus de la bourgeoisie, enfin bref. Ça, c'est ni plus ni moins que des clichés. Je suis fils de 68ards et personnellement, je n'ai rien à voir avec les bourgeois. Vous pouvez remonter mon arbre généalogique, vous ne trouverez que des artisans ou des paysans. Mes parents ont bénéficié de l'ascenseur social et ils ont pu devenir enseignants dans la banlieue lyonnaise. Donc ça, c'est pour les bobos. Hein. Et puis il y a eu Mitterrand en 81 et toutes les trahisons qui ont suivi. D'ailleurs, ces trahisons ont contribué à fragmenter la société. Hein. Les classes populaires ont été ringardisées par la gauche caviar. Je ne vais pas continuer, on connaît la suite. Puis en novembre 2018, des catégories de gens qui étaient destinés à se foutre sur la gueule se sont retrouvés sur des ronds-points.
J'y ai vu sur ces ronds-points des anciens de 68. D'ailleurs, des anciens de 68, j'en ai vu aussi comme bénévole au Resto du Cœur, comme bénévole au Secours Populaire et dans d'autres associations. En clair, on peut avoir fait mai 68 et ne pas devenir comme Finkielkraut ou Cohn-Bendit. Hein. D'ailleurs, je parlais des Restos du Cœur, Coluche était à 68 arts. Hein. Heureusement, ça relève le niveau. Alors pour terminer là-dessus, je veux juste foutre en l'air ce cliché qui dit que si les jeunes aujourd'hui ne respectent plus rien, n'ont plus aucune valeur, ce qui n'est pas vrai, c'est à cause de mai 68. Alors je vais sortir un petit bout de texte qui date de 2500 avant mai 68. Hein, ça nous vient de Socrate. Alors voici. Alors c'est bon, j'envoie la sauce? Ok. Bon, les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d'engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leur maître. Nos jeunes aiment le luxe, ont des mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Socrate. Bon, alors. Si on en croit ce que disait Socrate, ben en fait on en a encore pour 2500 ans à vivre avec ce genre de problème, qui n'en est pas un en fait, hein. C'est pas grave, y a pas de quoi fouetter un chat. Alors vous savez, mai 68 là-dedans... Dans la rubrique Que devient la nature? Donc je voulais parler d'un tabou, ou d'un totem, ou quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Il s'agit de ce qu'on appelle les énergies propres, les énergies vertes, renouvelables, vertueuses, etc. Je voulais passer des extraits d'un documentaire qui est passé sur Arte, qui s'appelle La face cachée des énergies vertes. Il a été sur YouTube jusqu'au 22 janvier. Après, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, je sais pas. En fait, dans ce documentaire, il était dit que ces énergies vertueuses, symbolisées par exemple par les éoliennes et la voiture électrique, en fait n'étaient pas si propres que ça. Hein, parce que plus on produit du propre, plus on produit du sale en clair. Parce qu'il faut savoir que les moteurs de voitures électriques et les moteurs d'éoliennes ont besoin de métaux rares et donc il faut les extraire, ces métaux rares. Et dans ce documentaire, on nous montrait des mines à ciel ouvert, des nappes phréatiques complètement dévastées et donc en fait c'est un gros scandale environnemental, un gros scandale de pollution, hein, l'extraction de tous ces trucs-là. C'est-à-dire que pour avoir Paris bien propre, eh ben on accepte que des villages, des étendues énormes en Chine soient pollués, et la même chose au Chili, la même chose en République démocratique du Congo, enfin il y a encore plein de pays dans cette situation-là. Voilà, donc en fait, il y a un côté Tartuffe, là, vous savez, Tartuffe, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Ben là c'est pareil, hein, cachez-moi cette pollution que je ne saurais sentir. Donc on est fou ça en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, mais chez nous on roule propre, hein, et on respire propre, parce qu'on a des éoliennes. Il y a même des oiseaux qui ont osé dire, tiens c'est pas mal comme expression ça. Donc je disais, ouais, il y a même des oiseaux qui ont osé dire que Arte a versé dans le complotisme avec ce documentaire. Voilà, en gros, on ne peut plus pisser sur un totem sans se faire traiter de complotiste, même si on apporte des faits. Ouais, parce que les trucs qu'ils nous ont montrés existent vraiment. Hein. Les gens qui vivent là-bas existent vraiment. Hein. Donc voilà, les futurs... Ouais, parce qu'il y a un truc aussi qu'ils nous ont dit dans ce documentaire, c'est qu'il y en a qui arrivent à choper des cancers du poumon à 18 ans, hein, sans avoir eu le temps de découvrir les joies du tabac, quoi. Donc c'est un peu con, quoi. Alors voilà, moi il y a un truc, il y a une question que je me suis posée. Supposons qu'un jour, on n'ait plus de vent. Oui, parce que maintenant, tout peut arriver. Hein. Il se peut qu'un jour, il n'y ait plus de vent.
Alors là, moi, je suis entouré d'éoliennes vers chez moi. Alors, c'est rigolo. Elles tournent pas tout le temps, hein. Et je me dis, un jour, elles tourneront peut-être plus du tout. Et ce qui est vrai, c'est que quand on se retrouve entouré d'éoliennes qui ne tournent pas, franchement, ça la fout mal, hein. Alors, on a pensé à un truc avec les copains du coin, hein, qui sont fermiers, cantonniers, tout ça, hein. En rigolant, on se disait, tiens, pourquoi le jour où il n'y aura plus de vent, on ne brancherait pas les éoliennes sur les centrales nucléaires, parce qu'on n'en manque pas, hein, dans la région Rhône-Alpes, hein. Je veux dire, on en a dans l'Ain, dans la vallée du Rhône, donc on a de quoi faire. Donc en fait, on câblerait les éoliennes sur les centrales nucléaires. Du coup, c'est les centrales nucléaires qui alimenteraient les éoliennes pour faire tourner les pales. Ouais, du coup, ça irait dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est le moteur de l'éolienne qui ferait tourner les pales et non pas les pales qui feraient tourner le moteur de l'éolienne pour produire de l'électricité. Alors, vous allez me dire, mais c'est très con de vouloir faire tourner ces pales qui produiront pas d'électricité puisque c'est les centrales nucléaires qui produisent l'électricité. Oui, mais nous, la connerie, ça nous fait pas peur, hein. En fait, ce qui compte, c'est de sauver le folklore local. Donc, il faut des pales qui tournent sur les éoliennes, sinon on a l'air con, hein. Bon, bah, si j'ai bien compris, c'est que les grandes usines, les centrales à charbon, et les bagnoles aussi, tous les transports, parce qu'ils ne seront pas tous électriques, hein, eux, ils auront le droit de continuer à produire du CO2, mais nous, on n'aura plus le droit de faire ça. C'est quand même pas foutu, les étoiles, ça. Oh, il paraît qu'il y en a des mille. Écoute ton verre, là. Écoute ton verre, là. Klein. Alors aujourd'hui, le gland, c'est Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste. Alors on va me dire, oui, t'exagères, tu tires sur l'ambulance, le Parti communiste, il est plus rien, il fait plus que 2% aux européennes. Ouais, d'ailleurs, on se demande qui sont les 2% qui sont allés voter pour Yann Brossa, la liste communiste aux européennes, parce que... À mon avis, ils ont dû aller les chercher dans les EHPAD, hein, les 2%. Enfin bon, j'exagère. Non, parce que dans les EHPAD, il y en a beaucoup qui ont la maladie d'Alzheimer, alors faire voter communiste, c'est pas compliqué dans ces cas-là. Oui, donc, quand il y a quelque chose de rigolo, il faut savoir le montrer aussi. Alors là, on voit Fabien Roussel, qui est chez Jean-Jacques Bourdin, hein, et qui essaye d'exister. Voilà. 100 ans. Nous allons y revenir, du Parti communiste. On les fait pas. Non, vous ne les faites pas. Vous ne les faites pas. Je ne sais pas si le Parti communiste, qui a perdu beaucoup d'influence quand même en 100 ans. Hein. Oui, mais nous restons une force politique très implantée dans le pays, dans les villes, dans les villages, dans les entreprises. Un groupe à l'Assemblée nationale, au Sénat, des maires, beaucoup de maires, des élus locaux et beaucoup de militants. Oui. Et toujours, ça suscite des convoitises de tout et ça. avec toujours une capacité d'indignation face à la situation dans notre pays qui justifie encore plus notre présence et notre volonté de changer de société. Il est drôle, hein? Très implanté dans le pays depuis 100 ans. Hein, ouais. Enfin, moi, j'ai bien quelques fossiles derrière chez moi, hein, mais ça reste que des cailloux. Vous allez me dire, quelle est la différence entre la pensée d'un communiste et celle d'un caillou? D'autre part, s'il y a des élus et des maires communistes en France, c'est parce qu'ils sont allés tailler des pipes aux socialistes pour qu'ils leur laissent des strapontins. Depuis 2 ans, le peuple indigné, souvent avec un gilet jaune sur le dos, veut changer la société. Mais on n'y a pas trouvé le Parti communiste. Étonnant, non? Il faut défendre le vaccin et la vaccination. Oui, j'ai un reproche à faire. C'est que face à cette pandémie mondiale qui nécessite que l'on travaille tous ensemble à trouver un vaccin, je regrette que les laboratoires n'aient pas travaillé ensemble, mis leurs chercheurs, leurs scientifiques ensemble pour travailler à un vaccin commun et le mettre au service de l'humanité. Mais c'est peut-être la rivalité entre laboratoires qui a fait que... On a mis quoi? Aujourd'hui, plus d'1 an aujourd'hui, pour produire un vaccin. Aujourd'hui, la rivalité, la compétition, elle crée de la défiance. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de confiance et nous avons besoin de transparence. Vous savez que cette rivalité, cette compétitivité, d'abord, elle est liée parce que ces laboratoires veulent gagner de l'argent.
Sans blague, les laboratoires veulent gagner de l'argent. Il veut que les labos travaillent ensemble. Tous ensemble, ouais, ouais. Mais il rigole. Depuis quand les laboratoires se soucient-ils de la santé des gens? Nous disons, pas de profit sur la pandémie. Pas de profit sur la pandémie. Ces vaccins doivent être vendus à prix coûtant. Pas de profit sur la pandémie, qui dit. Eh ben, ça existe, mais à Cuba. Oui, on va me dire qu'à Cuba, c'est le régime du parti unique. Mais chez nous, en France, on a plein de partis politiques, mais ils servent à rien, donc on n'est pas plus avancé. Les Cubains, eux, se marrent quand ils voient l'état de délabrement de notre système de santé. Faut pas oublier qu'en mars dernier, ce sont les médecins cubains, entre autres, qui sont venus aider l'Italie. Hein. Vous vous souvenez, hein? Parce que l'Union européenne, comme d'hab. Vous avez vu que Twitter veut faire supprimer les messages trompeurs sur les vaccins, les tweets remettant en cause l'intérêt de se faire vacciner. Ces tweets seront supprimés, c'est bien. Oui, c'est bien, parce qu'il y a trop de fake news qui véhiculent sur les réseaux sociaux, c'est l'horreur, quoi. Ah bah voilà, vive la censure au nom de la liberté d'expression. Et lui, quand il dit sur les réseaux sociaux qu'il veut changer la société, c'est pas une fake news, hein? On va pas la retirer, on le laisse dire, ça fait rire tout le monde. Emmanuel Macron annonce l'organisation d'un référendum pour ajouter dans l'article 1 de la Constitution la défense de l'environnement, garantir la préservation du climat. Alors, il va falloir d'abord que les députés et sénateurs réunis, le Parlement, valident cette modification de la Constitution. Est-ce que vous allez vous engager pour cette modification? Alors d'abord, nous avons... je vais vous répondre oui, comme ça c'est clair. Je réponds à votre question, oui. Vous allez vous engager pour le oui. Nous avons nous-mêmes déposé une proposition d'inscrire dans la Constitution la défense de l'environnement et du climat. Donc nous avions nous-mêmes porté cette préoccupation pour que ce soit inscrit dans la Constitution. Ah, parce qu'ils croient qu'en mettant la défense de l'environnement et du climat dans la Constitution, les pollueurs vont s'arrêter de polluer, quoi. Qu'ils vont s'arrêter d'émettre du CO2. Vous avez déjà vu qu'elle était respectée quelque part, vous, la Constitution? Parce que c'est rien que l'article 2, par exemple, hein, liberté, égalité, fraternité, gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, tout ça, c'est pas respecté. En fait, c'est juste du pipeau, tout ça. On pourrait attaquer l'État en lui demandant, mais vous n'avez plus le droit de privatiser EDF, vous n'avez plus le droit de démonter complètement notre filière de production d'électricité. Ah bon? Il veut empêcher la privatisation d'EDF? Ben là, on se marre. Hein. Au printemps dernier, Macron a profité du confinement pour privatiser la Poste. Alors, voilà comment ça s'est passé. Hein. La participation de l'État au capital de la Poste est passée de 74% à 33%. Ça s'appelle une privatisation. Là-dessus, aucun élu de l'opposition à l'Assemblée nationale n'a ouvert sa gueule. On n'a entendu personne. Dans les journaux, ici il y avait Mediapart, l'Expansion qui a dû en dire deux mots, les Échos aussi, mais c'est tout. Donc voilà, on n'a pas entendu le Parti communiste, ni la France insoumise d'ailleurs, sur ce sujet. Bizarre, hein? Nous sommes exigeants. Et ce que nous voulons, c'est tenir notre trajectoire carbone, monsieur Bourrin. Être exigeant, c'est dire qu'il est possible d'ici 2050 d'avoir un mix énergétique avec une production d'électricité 50% nucléaire, 50% renouvelable. Ah bah il va être beau son monde de demain, là. Moitié nucléaire, moitié énergie renouvelable. Surtout quand on voit les dégâts sur l'environnement occasionnés par la production d'énergie verte. En fait, il veut nous fabriquer une société de cancéreux. Vous avez 100 ans aujourd'hui. Le Parti communiste qui a 100 ans, plus de 100 ans après, peut-il être absent de la prochaine élection présidentielle? Ah mais ça c'est le grand débat que nous ouvrons en ce moment. Oh ben si le PCF est absent de la présidentielle de 2022, on s'en apercevra même pas. Parce que vous l'avez vu présent, vous, quelque part? Alors quand je vous dis que nous ouvrons le débat, moi je veux aller à la rencontre du pays. Écoutez. Écoutez d'abord cette colère qui monte, la portée. Il veut aller à la rencontre du peuple. Ah bah faudrait qu'il se réveille parce que ça fait 2 ans que le peuple gueule pour obtenir le RIC, une justice fiscale, une justice sociale, le retour de l'ISF, la fin du CICE, le retour des services publics dans tous les domaines, la fin de la dictature sanitaire. Hein ? Bon alors, nous on demande juste que le Parti communiste ne porte pas notre colère, parce que là ça sent la vaseline.
Et en même temps, porter cette colère. Et en même temps, offrir des perspectives. Montrer qu'il y a une possibilité d'empêcher ces désindustrialisations. Que c'est urgent de relocaliser l'industrie, de développer nos services publics. On a des propositions concrètes. Ah ouais? Comment qu'il compte s'y prendre? En sortant de l'Union Européenne? Ça m'étonnerait qu'il propose le Frexit, parce que s'il fait ça, il est sûr de ne plus être invité chez Bourdin ni à France Intox. Hein. Parce que là, le PCF, déjà qu'il est en état de mort cérébrale, là, il passerait directement à l'état de mort clinique. Je suis favorable à ce que l'on puisse véritablement offrir un espoir à ce pays. Sans espoir, on meurt. Quand le communiste Fabien Roussel parle d'espoir, ça me fait penser à ce qu'avait dit Coluche un jour. Il avait posé la question, est-ce que la Suisse pourrait être communiste? Et il avait répondu tout de suite à sa propre question, ah ben non, c'est un trop petit pays pour un aussi grand malheur. Vous n'êtes plus le premier parti des ouvriers. Vous avez perdu. Vous avez perdu cette. Non mais vous rigolez. Mais quoi? C'est le Rassemblement national, le premier parti des ouvriers. Non. Aujourd'hui, le premier parti des ouvriers, c'est l'abstention, parce que la moitié d'entre eux ne votent pas. Et donc tout l'enjeu, c'est d'aller convaincre ceux qui aujourd'hui n'y croient plus. Ils n'y croient plus parce qu'ils sont dégoûtés de la gauche qui les a déçus, dégoûtés des politiques qui promettent et qui ne font pas. Ah bah c'est sûr, les ouvriers quand ils sortent du taf, ils ont autre chose à foutre que d'aller coller les affiches du Parti communiste. Hein. C'est bien de dire que les prolos sont dégoûtés de la gauche parce qu'elle ne tient jamais ses promesses. Bah alors Fabien, va-t'en. Et il y a besoin de véritablement s'attaquer à la finance qui est encore plus forte aujourd'hui qu'à l'époque de Georges Marchais. Prendre leur pouvoir. Hollande avait dit, mon ennemi c'est la finance, il n'a pas de visage, et ben moi les visages, je les ai, j'ai les noms, j'ai les adresses. C'est à eux qu'on va reprendre le pouvoir. Eh bien merci Fabien Roussel. Ah bah il est drôle à propos de la finance, parce que son journal L'Humanité, là, que personne ne lit, en fait, en dehors d'avoir des subventions de l'État pendant une quinzaine d'années, il a été aidé par Lagardère et TF1. Hein, donc on crache pas sur la finance. Hein. Ouais. D'ailleurs, je n'ai jamais vu s'indigner que 9 milliardaires possèdent les médias français. Hein. Pas étonnant. Il y a un truc que j'ai remarqué, je suis pas le seul d'ailleurs, c'est que les dirigeants du Parti communiste ne parlent jamais de communisme. Ils ne disent jamais qu'ils veulent instaurer une société communiste. Alors, d'ailleurs, c'est pareil pour le Parti socialiste. Hein. Je veux dire, j'ai jamais entendu un dirigeant socialiste dire eh ben mon projet, c'est de construire une société socialiste en France. Hein. Donc, vous voyez, tous ces gens-là qui dirigent ces partis, ils ont honte de ce qu'ils sont en fait. Et mettre au pouvoir des gens qui ont honte de ce qu'ils sont, eh ben, ça veut dire que le lendemain, on est cocu. Hein. Bon, bah maintenant, je vous laisse avec le professeur Choron qui avait expliqué scientifiquement et technologiquement la chute du Parti communiste. Hein. Vous allez voir, c'est clair, net et précis. La grande fête de l'humanité vous a vivement impressionné. Aussi, vous décidez de vous rendre à la cellule la plus proche pour prendre votre carte du parti. Mais sur la porte, le dessin de l'affiche vous intrigue. Vous n'entrez pas. Vous rentrez chez vous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Pour en avoir le cœur net, vous avez acheté une faucille et un marteau. Disposez-les sur un établi, comme vous les avez vus sur l'affiche. À l'aide d'une perceuse, transpercez-les. D'abord le manche du marteau, puis la lame de la faucille. Dès que cela est fait, retirez la perceuse. À l'aide d'un boulon, vous allez fixer l'ensemble. On passe d'abord dans le manche et ensuite dans la lame. Vous fixez l'ensemble avec un petit écrou que vous serrez, bien sûr. Voilà, il n'y a pas peur de serrer, il y a un peu de jeu. Voilà. Et vous avez quand même réalisé un magnifique coupe-carotte. Mais avouez franchement, un parti politique qui a comme symbole un coupe-carotte, ce n'est pas sérieux. Vous avez rudement bien fait de ne pas y adhérer. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci à recteur. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il y a un an, on n'imaginait pas qu'on allait accepter tout ce qu'on nous a fait accepter jusqu'à maintenant.
Parce que alors là, on y va droit comme des moutons. Hein. Je veux dire, un jour, on va nous faire le coup du Jacadi. Jacadi, levez la main. Jacadi, mettez-vous un doigt dans le nez. Et on va tous faire ce que Jacadi a dit qu'il fallait qu'on fasse. Alors si George Orwell était vivant aujourd'hui, je pense qu'il serait halluciné. Hein. Je pense qu'il se dirait que ce qu'il a écrit dans 1984 s'est dépassé. Hein. En matière d'obéissance, on a quand même été capable de s'avaler des confinements, des couvre-feux qui repassent au confinement, des couvre-feux qui passent de 20h à 18h. Oui, c'est parce que quand le virus mute, en fait, l'heure du couvre-feu change. Hein. C'est parce qu'en fait, le virus, quand il mute, eh ben, il attaque à 18h au lieu de 20h. Puis quand il confine, ça veut dire qu'il attaque en journée. C'est qu'il a remuté encore, quoi. Oui, parce qu'en France, on est persuadé que quand un virus mute, c'est lié à l'horloge. Voilà. Alors, par rapport à toutes ces mesures qui ont été prises, hein, les plus débiles, bah, c'était aussi de fermer les bars et les restaurants. Parce que souvent dans un bar, une haleine de poivreau, ça vous flingue un microbe. Hein. Dans la précédente vidéo, d'ailleurs, je fais une petite explication là-dessus, et puis je propose un traitement en cas de rupture de hydroxychloroquine. Il y a des remèdes ancestraux qui valent le coup. Hein. Alors, il y a un truc qui tue les microbes, mais ça, je pense qu'ils n'en font jamais à la pub, à la radio, ni à la télé, ni rien. C'est que si vous n'avez plus de plaquenil, parce que maintenant c'est devenu un truc clandestin, vous prenez une bonne miaule, et puis vous faites un gargarisme, et puis vous avalez, puis après vous faites... Voilà. Il y a autre chose aussi qui me fait marrer, c'est que il paraît qu'on va plus pouvoir parler dans le métro et dans le bus. Alors en plus de porter le masque, on sera obligé de la fermer. Alors... ça s'appellera plus un sac à mort, hein, ça s'appellera ferme ta gueule. En même temps, vous allez me dire, ouais, mais dans le métro, personne parle, c'est vrai. Hein. Et ceux qui font ces recommandations-là, en fait, ils ont jamais dû prendre le métro. Parce que moi, je sais que quand je prends le métro, je vois personne parler. Hein. Dans les bus non plus, d'ailleurs. Hein. Soit on regarde ses pieds, soit on regarde son portable. Il y a un truc qui est sûr, c'est que il fallait y penser, hein. Se servir du sanitaire pour réinstaurer le fascisme, ça j'avoue que moi ça me serait pas venu à l'idée, mais c'est vrai que c'est une bonne technique parce que les gens ont tellement peur pour leur santé qu'on peut leur faire gober n'importe quoi. Et ça marche, hein, la preuve. Alors il y a un autre truc aussi, en bref, je me souviens que lors du premier confinement, à 20h, il y avait tout le monde aux fenêtres en France hein, pour applaudir le personnel soignant qui prenait de gros risques, c'est sûr. et je me dis, mais c'est fou ça, parce que si tous ces gens qui applaudissaient à 20h descendaient dans la rue pour protester, je pense qu'on pourrait renverser Macron. Hein. Parce que si on convergeait tous sur l'Elysée, à mon avis, l'autre, il serait obligé de se barrer en hélicoptère. Il n'y a pas longtemps, on a perdu une grande figure du cinéma, Jean-Pierre Bacri. Moi, j'adorais ce mec, cet acteur. Il me faisait marrer. Chaque fois qu'il râlait, moi, ça me faisait marrer. Que ce soit dans Un air de famille, dans Cuisine et dépendance, Le goût des autres. Bon, bah, je vais mettre un petit extrait sur Bacri. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Travaille, toi. Hein, t'es pas comme Napoléon, toi, t'es pas capable de parler, de faire le ménage en même temps. On ne sent pas le cul. Bon, on ne sent pas le cul des filles, voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Ah oui, alors l'opération pièce jaune de Madame Trogneux. Oui, enfin Brigitte Macron, elle s'appelait Trogneux quand elle était jeune fille. Et d'ailleurs, si on fusionne Macron et Trogneux, hein, ça fait Trognon. C'est rigolo, hein. Moi, je sais, bon, elle est lourde, mais moi, plus c'est con, plus ça me fait rire. Et d'ailleurs, Trognon, c'est un peu à quoi elle ressemble maintenant, hein. Ouais, bon, je sais, c'est pas bien de se moquer de l'âge et du physique des gens. Mais bon, c'est de bonne guerre. Hein. Elle et son mec, ils se foutent bien de notre gueule depuis qu'ils sont là. Enfin, bref. Alors, du coup, opération pièce jaune. Oui, donc, parce que en tant que première dame de France, elle est présidente d'honneur de la Fondation des Hôpitaux de France.
un truc dans le genre. Pour être plus précis, elle est présidente de la fondation Paris Hôpitaux de France, rien que ça. Quand on sait que le projet de son mari, c'est de flinguer le système de santé de France, et elle a le culot de venir nous demander des pièces jaunes pour les hôpitaux. Plus précisément cette année, c'est pour l'enfance maltraitée, les enfants qui sont à l'hôpital. Voilà. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a encore des gens qui seraient assez cons pour filer une pièce jaune à cette nana pendant que son Jules et sa mafia, eux, dilapident tous les services publics. Alors, moi qui ai un projet de ferme médico-éducative, je propose qu'on détourne l'opération pièce jaune pour financer ce projet. Voilà, donc je dis ça, c'est parce que je suis éducateur dans le médico-social et j'ai bien l'intention de quitter ce monde du médico-social parce que c'est une vraie mafia. J'expliquerai dans une prochaine vidéo, spécialement dédiée à ça, pourquoi je dis que c'est une mafia, le médico-social. Il faut juste savoir que l'argent que versent les Français pour les personnes en situation de handicap et les personnes qui sont dans une situation de misère sociale ne va pas justement aux personnes concernées, ou très peu, hein, les usagers et les travailleurs sociaux ne touchent que les miettes, ça va tout dans la rente. Hein, c'est toutes les hiérarchies, toutes les, comment dire, toutes les composantes des organigrammes qui sont dans des bureaux. Voilà. Donc j'expliquerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo, comme j'ai dit. Voilà. Une ferme médico-éducative, ça serait quoi? En fait, c'est j'emploie ce terme de ferme médico-éducative, c'est en fait en référence au sigle IME, qui veut dire Institut médico-éducatif, comme il y en a partout en France. Mais là, ça serait une ferme en fait. Et pourquoi une ferme? Parce que c'est un lieu en fait où on apprend tout, hein. C'est un peu l'école de la vie. C'est souvent que les villages se sont construits autour d'une ferme à la base. Et donc on y apprend tout, c'est-à-dire l'agriculture, faire du pain, s'occuper de bestioles, construire des écosystèmes, et en plus les fermes ont des dépendances comme des granges par exemple qui pourraient devenir des salles de spectacle par exemple, où on pourrait y faire des concerts, du théâtre, on pourrait même y organiser des expos, enfin bref, plein de choses. Une dépendance, ça pourrait être une classe d'école aussi, ça pourrait être ça. Parce que le but aussi, c'est de travailler avec des instits. Travailler avec des instits, ça veut dire que c'est pour créer une autre façon d'enseigner. Pour un public qui est justement en difficulté, qui est cabossé, comme je l'ai expliqué précédemment. Voilà. Et donc, je me dis que pour financer ça, parce que je pense que l'ARS ou le conseil départemental serait pas très chaud pour subventionner un truc pareil, parce que justement, ça sortirait des sentiers battus. En plus, on se constituerait en tant que coopérative, comme ça, pas de hiérarchie. Donc, c'est pour ça que je me dis, autant détourner les pièces jaunes de la mère Trogneux. Voilà, parce que au lieu que ça aille à des trucs qui aboutissent pas, là, ça aboutirait avec nous. Tout à l'heure, je parlais des corridas qui n'ont pas eu lieu en 2020. Alors pour pas qu'elles reprennent, moi je propose qu'on lance une pétition pour réhabiliter les combats de gladiateurs, car il est toujours spectaculaire de voir des cons s'entretuer, hein, et puis en même temps ça fout la paix à des bestioles qui n'ont rien demandé, quoi. Et un truc qu'on pourrait faire, c'est un loto sportif, c'est-à-dire que, allez hop, on lance les paris, c'est lequel qui va crever, et puis à la fin, pour être sûr qu'il y aura bien un mort, il faudrait faire tous comme ça dans le public. Voilà. Bon, voilà, je vous laisse avec la poubelle macronienne, hein, parce que je me dis que c'est pas mal comme finale, finir avec une décharge publique, c'est pas courant. Allez, santé! Vous n'allez pas me faire peur à votre tuteur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation des fêtes clandestines
et l'ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées. Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous. Une consigne de particulière fermeté sera donc appliquée pour ceux qui fraudent des règles en vigueur. Ça va Manu? Non, c'est pas du pain. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise des chants des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. Près de 27 000 de nos compatriotes sont hospitalisés pour Covid. Hospitalisés. On met trop de pognon. La réalité dépasse la fiction, que le cinéma n'est plus essentiel comme il a été à une époque. Malheureusement, les salles ne sont plus essentielles. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder les films à la maison, vous avez des livres à la maison. Ce matin, à travers le... C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Ah oui, aujourd'hui, il était vénère, le président. Je le ferai. Vous avez tout intérêt parce que je suis une chieuse aussi là pour... Est-ce que tu peux me permettre de vous dire que ça se voit un peu? Et qu'on continue. Ah, on va pas leur faire peur, les pauvres petits. Ils veulent pas être vaccinés, c'est pas foutre. Ceux qui veulent pas se faire... On va rester polis. Rien. Bon, on comprend. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comorien. C'est différent. L'intérêt du couvre-feu à 18h, c'est de contrer l'effet apéro, si je puis dire. Le dossier que j'ai est la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Il faut mettre l'imagination au pouvoir. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. N'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Il y a un contrat pour l'Europe, il y a un contrat antifasciste, un contrat antitotalitaire, un contrat anticolonialiste. Ce matin, à travers le... Et qu'on continue... Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose. Elle a des spaghettis, elle a des italiens. Elle a des spaghettis, elle a des italiens.